Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Bargagna. Il est comptable au sein du groupe LDLC et ensemble, nous allons parler de différents sujets liés à l'investissement. D'abord, nous verrons comment analyser une société pour connaître sa bonne santé financière. Nous verrons également comment on peut démarrer l'investissement sans avoir de connaissances techniques. Nous évoquons aussi plusieurs passages sur la bourse, comment nous pouvons garder la motivation. Il va aussi nous livrer des anecdotes et comment il a démarré dans cette activité. Nous parlerons aussi d'e-sport et comment vous pouvez utiliser une communauté pour grandir et grossir rapidement en notoriété. Nous échangerons aussi sur les crypto-monnaies et leur avenir et les différents projets sur lesquels potentiellement vous positionnez. Nous échangerons aussi sur les figures emblématiques à suivre sur Twitter pour continuer de développer son portefeuille d'investissement et aussi de Clash of Clans et de ma fameuse question secrète, plein d'autres choses encore. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu Bargagna. Bonjour Mathieu. Et bonjour Anthony. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Et puis après, on verra peut-être d'autres choses à travers ça. Et donc, moi, je m'appelle Mathieu Bargagna, j'ai 28 ans, je suis comptable chez LDLC, donc une entreprise de revente de matériel informatique notamment. J'y suis depuis 3 ans. Donc, à côté de ça, j'aime bien un peu, on va dire, tout ce qui est foot, jeux vidéo, j'adore l'e-sport, mais j'adore tout ce qui tourne autour des chiffres en général, des investissements, toutes ces choses, et je suis curieux, on va dire, de toutes les nouveautés qui peuvent sortir dans le monde. J'aime bien apprendre des choses en général. Ok. Et en fait, pour les personnes qui nous entendent, Mathieu, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années. Je veux bien que tu me rafraîchisses la mémoire parce que je pense que tu t'en rappelles peut-être plus que moi. je pense, sûrement. Ça doit bien faire 4 ou 5 ans maintenant. On s'était rencontrés, on va dire, dans le milieu de l'e-sport. Toi, t'étais encore, si je me trompe pas, à l'école. Ouais, c'est juste. Moi, de mon côté, j'essayais de monter une association. Ouais, toi une association. Et moi de mon côté, donc j'étais avec deux amis à moi, et on essayait de monter une société, on va dire dans l'e-sport et plus dans l'événementiel, c'est-à-dire un bar e-sport pour organiser des tournois, ce genre de choses. Donc qui ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas trouvé d'investisseurs, mais on s'est rencontrés dans ces conditions-là. Ouais, c'était la bonne époque où on pouvait faire des événements. C'est fou quand on parle de la vie qu'on avait avant. Maintenant, c'est compliqué quand on voit des photos de gens proches. Oula, attention. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai revu des photos simplement de boîtes de nuit ou de soirées dans des festivals ou ce genre de choses. C'est clair que ça fait un petit choc. Du coup, j'ai contacté Mathieu pour la simple et bonne raison que on se suit mutuellement sur Twitter et tout ça. Et voilà, Mathieu, en fait, j'ai vu donc qu'il était très présent dans l'univers un peu de l'investissement et tout ça. Et il a pas mal de petites choses à nous dire parce qu'avec son profil, je pense que vous allez être étonnés parce qu'il n'était pas forcément prédestiné à faire de l'investissement ni ce genre de choses. Après, tu m'arrêtes si je me coupe. On va dire que juste le lien avec l'investissement, c'est que je suis comptable, donc je suis proche des chiffres et en général, j'aime bien l'argent, quoi. C'est juste ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a assez de tabous de manière générale dans le monde vis-à-vis de l'argent, mais selon moi, il n'y a pas forcément de mal à gagner de l'argent, surtout quand tu travailles pour l'avoir. L'idée, c'est de comment tu peux faire pour que ça te serve plutôt que ça te desserve. Donc, on va y venir tout au long de ce podcast. Du coup, tu travailles donc chez LDLC, t'es comptable. Ça consiste en quoi ce que tu fais la journée sur ce poste? Alors déjà, on va dire que la finalité de mon boulot, c'est de permettre aux investisseurs d'avoir les éléments financiers à la fin des situations et des différents bilans. Donc vraiment, moi, ça va être de la révision de compte. Je viens après les personnes qui saisissent des factures d'achat. Je vais venir réviser les comptes de charge, voir s'il manque des factures ou ce genre de choses. Et à la fin, c'est nous qui établissons le compte de résultat, le compte de bilan. Et même derrière, on consolide tout ce qui est filial avec la société mère.
Moi, je suis comptable de la société mère, donc elle représente 90-95% du chiffre d'affaires du groupe LDLC. Et derrière, on va consolider tous les éléments pour avoir les données consolidées de toutes les sociétés ensemble. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a la finalité et on communique aux actionnaires, les résultats, on a les infos avant, et c'est génial. En soi, on est toujours un peu dans le secret en tant que comptable, et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce métier, avoir des données confidentielles, quoi. Ok. Par exemple, en tant que comptable, tu peux voir les salaires des personnes dans l'entreprise ou les charges qu'il va avoir. Moi, mon poste, non. Mon N+1, mon responsable, oui, parce qu'il a accès à toutes les bases de données. Moi, j'ai pas accès à ce qui est payé. Donc, il y a vraiment un service paye qui gère ça. Des fois, on a accès à des données confidentielles en termes de paye, mais en général, c'est quand même très très rare. C'est très, on va dire, hiérarchisé pour que le moins de monde ait accès à ce genre d'informations. La paye, c'est quand même ce qui reste le plus sensible dans une entreprise. Ouais, surtout dans une entreprise. Oui, c'est surtout ça. Tiens, lui, il a même poste que moi, il gagne plus. Bon, c'est pas normal. Et ouais, et des fois c'est le diplôme, des fois c'est l'expérience, des fois c'est les compétences. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Exactement. Et comment tu fais ? Je me suis toujours posé cette question et je pense qu'il y a quelques personnes qui se la posent aussi. Pour moi, la comptabilité, j'en ai déjà fait, que ce soit en cours ou que ce soit même pour l'entreprise ou ce genre de choses. Mais comment tu fais, toi ? Parce que moi, je sens qu'il y a quand même une certaine passion dans dans ton travail, encore heureux. Mais comment tu fais pour rendre ça sexy ? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça t'attire dans ce métier ? Qu'est-ce qui fait que tu l'as dit qu'il y a le côté argent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des éléments qui te font plus vibrer que d'autres, tu vois ? Déjà, quand on est comptable en général, on est là aussi pour parler avec toute l'entreprise. On a un lien avec tous les services à un moment ou un autre. Donc, on a du contact avec toute la société. Ça, c'est génial. Moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai rencontré donc un potentiel stagiaire cette semaine, et je trouve qu'elle a tellement bien expliqué ce métier. Ça m'a donné envie d'être dans ce métier alors que j'étais déjà. Elle m'a dit, un comptable, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir coder la réalité, et pour qu'à la fin, ça fasse un élément de synthèse. Ce qui est vrai, parce que finalement, on a des factures, on vend, on achète, donc ça, c'est la réalité. Donc nous, on va y mettre en chiffres derrière avec le plan comptable, on va y mettre dans les comptes, etc. À la fin, on obtient un élément de synthèse qui est le compte de résultat, le compte de bilan, et on a un bénéfice, un déficit, on a un chiffre d'affaires que tout le monde peut comprendre. Alors qu'à la base, il y a ceux qui ont fait des études en contact qui comprennent, mais pas tout le monde, quoi. Donc moi, c'est ça que je trouve sexy, en fait, c'est qu'on vient manipuler des chiffres et à la fin on en fait un tout, et si on fait une erreur, ça peut avoir un impact de fou. Le fait de déclarer aux impôts, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, par exemple, mais quand tu cliques sur un bouton et que t'envoies, je sais pas, 10 millions d'euros à payer pour une taxe, tu te dis de moi-même, ça je l'aurais jamais fait dans ma vie perso, quoi. Et on manipule des chiffres, des gros chiffres, et après, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de voir les variations qu'il y a eu avec les autres années, pourquoi il y a eu ces variations-là, macroéconomiquement, qu'est-ce qui nous a impacté. Voilà, c'est vraiment l'analyse financière derrière qui est hyper intéressante finalement, et qui est assez dur à expliquer aux gens et à donner envie. Et pourtant, c'est une vraie passion. Ouais, tout à fait. Alors du coup, tu peux voir, il y a un vieux dicton qui dit que dans les chiffres d'une entreprise au niveau de la comptabilité, on peut tout de suite savoir si elle est en bonne ou en mauvaise santé. Ce qui d'un côté fait sens. J'imagine que quand tu vois les chiffres par exemple de ton entreprise et que tu es au premier niveau, toi tu dois avoir forcément des réactions qui sont plus ou moins corrélées, on va dire, avec ta façon de penser. Si par exemple ton entreprise elle rend d'excellents bénéfices ou résultats, t'es enjoué et tu sens un petit peu que t'as une part de responsabilité là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Et après, cette phrase, ce dicton-là, il est pas totalement vrai non plus. Il faut analyser vraiment plusieurs choses dans les comptes des sociétés pour voir si elle va bien ou non.
nous, ça se voyait assez rapidement il y a 2 ans quand on avait un déficit. Forcément, c'était une mauvaise année. On le voit cette année où on a des résultats records. On voit que c'est une bonne année. Voilà, c'est facile de voir ça. Tout le monde a acheté des ordinateurs avec le Covid. Ah bah oui, et là avec le Covid, les gens ils ont acheté des PC. Enfin, les entreprises ont fourni des PC à leurs salariés. Quand c'est vrai que les personnes en confinement s'embêtent chez soi, bah elles achètent des PC. En plus de ça, bah on avait racheté une entreprise en avril et c'est un très bon achat a priori. Donc voilà, tout ça a fait que c'est une réussite cette année. Donc tant mieux pour nous. Mais et je sais plus où on a commencé cette discussion là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah Moi, oui, j'allais te demander et oui, ce que je disais, c'est une société, voilà, faut pas aller voir que le chiffre d'affaires, faut pas aller voir que la marge, il faut aller voir aussi l'endettement, voilà, le cash, est-ce que la trésor a été positive cette année, est-ce que au contraire on allait piocher dans la trésorerie, enfin c'est ça, tout ça qui va montrer qu'une société est en forme ou pas. Et c'est génial d'avoir cette possibilité d'analyse là, parce que quand des comptes de résultats, ou quand des données sont communiquées en bourse pour n'importe quelle société, et ben nous en tant que comptable, on va savoir aller chercher l'information qu'on veut et pas juste le titre. Voilà, augmentation du chiffre d'affaires de 20%. Ouais, mais derrière ton résultat il a diminué, il y a même un déficit. L'endettement, il a augmenté parce qu'il y a eu l'acquisition d'une société. Voilà, c'est génial parce qu'on peut analyser tous les comptes en général de société assez rapidement. Ok. Donc ouais, du coup, tu peux faire aussi l'analyse rapide d'une entreprise. Oui, bah on sait où est-ce qu'on peut aller rapidement chercher les infos primordiales, quoi. Ok, bah tu vois, en fait, c'est cool parce que la prochaine question, c'était comment tu fais pour exploiter tes compétences dans ce domaine en le transposant aux autres. Donc là, je vois que tu as une énorme base. Bah, tu vois, tu as une énorme base en gros d'analyse et tout de comptabilité. Mais je veux dire, à quel moment tu t'es dit, même si tu aimes l'argent, de base ou gérer tout un tas de ressources financières, à quel moment tu t'es dit pourquoi il faut que j'investisse dans la bourse, il faut que j'investisse dans les crypto-monnaies ou ce genre de choses. Moi, je pars d'un principe assez simple, c'est que je veux pouvoir vivre bien. Et pour vivre bien, il y a pas 40 000 solutions. Hein. Il faut avoir de l'argent. Si t'as de l'argent, t'es sûr de vivre comme tu voudrais vivre. Donc, mon autre leitmotiv, c'est que je veux permettre à ma femme et à mes enfants plus tard, voilà, d'avoir aucun souci et de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, voilà, sans trop se limiter. Donc déjà, ça, c'est un leitmotiv. Voilà, il me faut de l'argent pour rendre heureux les gens autour de moi, forcément. Et après, j'avoue que pourquoi je me suis intéressé à la bourse, ça date pas tant que ça, hein, finalement. Ça doit dater il y a 2 ans, même pas 1 an et demi, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse grâce à mon entreprise. Donc avant, j'étais en cabinet comptable et je suis passé dans une entreprise qui en plus est cotée. Il se trouve que le cours de l'action d'LDLC était au plus bas possible parce que il y avait une mauvaise année et c'était quelque chose qui était totalement, on peut appeler ça une anomalie en termes boursiers. On avait un cours d'action qui est passé de 35 à 5 juste parce qu'on a eu une mauvaise année alors que les fondamentaux de la société étaient bons. Donc déjà ça, hors période de bilan, tu te dis il y a forcément quelque chose à faire là en bourse sur ma propre société que j'aime. Donc en plus, si je deviens actionnaire, ça va me concerner encore plus. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à la bourse déjà, parce que le cours de LDLC était ultra bas. Ensuite, très rapidement, moi quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié. Il faut que je me mette à fond dedans. Là, j'ai commencé à acheter des bouquins sur la bourse pour apprendre ce que c'était que l'analyse fondamentale, ce que c'était que l'analyse technique. Et déjà, je pensais pas qu'il y avait autant de choses finalement en bourse qui étaient possibles. C'est intéressant, hein. La bourse, c'est ultra intéressant. Et après, on en parlera sûrement à un autre moment. Les cryptos sont devenus hyper intéressantes aussi. Mais la bourse, a tellement de possibilités derrière que, on s'y intéresse vite. Et là, on a envie d'investir dans plein de choses. Des biotech, parce que les rendements, ils peuvent être ultra élevés. Des sociétés, d'autres anomalies de sociétés qui ont eu une année un peu compliquée et les fondamentaux sont bons. Donc, tu sais que le cours va de nouveau faire une recovery, donc il y a forcément de l'argent à se faire. Et après, tu vas comparer ça au rendement que tu fais. Tu vas le comparer à, je sais pas, des livrets A, même des PEL qui ont des taux un peu plus intéressants. Tu te dis, finalement, l'argent que j'avais qui dormait en banque, je peux le faire travailler bien plus facilement
et sûrement bien plus rapidement que si je le laisse dormir. Ouais, tu vois, j'allais te demander par rapport en livret A en moyenne, je crois qu'en France de mémoire c'est 0,75. C'est ça de tête. Alors, ça évolue souvent, enfin ça évolue, c'est marrant de dire ça. Je sais plus s'il est à 0,5 ou 0,75 quoi, mais depuis 2-3 ans on va dire, c'est à peu près ça. À côté j'ai un PEL par exemple qui est à 2,5. Bon, c'est déjà bien 2,5, mais 2,5 tu places cet argent sur au total, t'as un rendement qui est à 7 ou 8% rien qu'avec les dividendes. Donc bon. C'est sûr. En fait après moi je suis partisan de ça, c'est que en fait je voyais les premiers temps mon argent dormir à la banque et je me dis putain mais j'ai tant d'argent, ça m'a ramené 5 euros. Et puis un jour, je sors mon argent et je me dis, mais attends, je vais voir si je peux quand même faire mieux. Et je sors mon argent, je sais plus ce que je prends en fait. Je crois que je prends 2000 euros et je les place sur une action, pour ne pas la citer Tesla, tu vois. Et bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, tu vois, mais moi, à l'époque, je voulais l'acheter, tu vois. Je voulais acheter cette action, je voulais l'avoir. Et du coup, le lendemain, première explosion. Bon, toi-même, tu sais comment ça se passe. Après, chez Tesla, je pense qu'on a vu cette année le plus de 1000% ou plus, je sais plus. Oui, ça explose. Tesla, je pense, c'est ça a fait x 10. De toute façon, ça devait être à $80 l'action en janvier, c'était à 800 en décembre, il me semble. Donc, oui, c'est ça. Non, c'est juste après, il y a eu un split, je me rappelle. Oui, exactement, ouais. Et c'est ça. Et du coup, je me dis, bon, allez, je vais acheter et tout. J'achète, je vois x2, je fais, ah bon? D'accord. Donc, je me retrouve avec mes 4000 euros. Je me dis, bon, avec mes 4000, je sais plus, c'est pas exactement 4000, mais c'est pour donner l'idée générale. Et je me dis, putain, mais comment ça se fait? Et en fait, du coup, je commence à creuser la question et je m'aperçois qu'en fait, la banque, sans jugement, hein, parce qu'il faut que tout le monde travaille forcément, mais je m'aperçois que la banque, elle, te reverse en fait une infime partie de ce qu'on peut gagner en bourse en fait au final, ou dans n'importe quel investissement quel qu'il soit. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que je ne mettrai plus d'argent dans un système qui n'alimente pas directement mon propre portefeuille. Parce qu'au final, tu vois, je sais pas comment toi tu réfléchis par rapport à ça, mais moi j'ai vu l'argent que j'avais sur mes comptes dormir et me rapporter 5 euros, alors que quand je m'en occupe, ça me rapporte entre 10 à 15 000 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est fini, quoi. Ouais, là, j'ai pas eu la réflexion de toi de me dire, je vais pas utiliser un intermédiaire qui me rapporte que dalle et le faire moi-même. Je me suis juste dit, il y a mieux à faire ailleurs. Voilà, à partir de ce moment-là. Ouais, voilà. Mais j'ai fait comme toi. T'as peut-être une assurance vie ou des trucs comme ça aussi. Ouais, mais non, même pas l'assurance vie. J'y suis jamais allé parce que ça bloque ton argent. Bon, le PL, j'avais ouvert quand j'étais jeune. Je me suis dit pourquoi pas. Mais l'assurance vie, en plus, c'est chiant. Ça bloque ton argent. Tu peux pas le retirer quand tu veux non plus, comme un PL. Ça sert à rien que j'ai deux choses où je peux pas bouger trop mon argent, quoi. Ouais, où t'as pas d'action, quoi. Exactement. Ouais. De toute façon, mais j'ai fait comme toi au début. Moi, j'y suis allé avec 3000 euros en bourse et puis quand la première année, après l'année dernière est exceptionnelle en bourse, je pense, avec le Covid, tout ça, fallait sortir au bon moment. Si tu sors au bon moment, derrière tu te gavais, quoi. Et j'ai fait 300% en un an et tu te dis je le ferai nulle part ailleurs. Et le pire, c'est qu'en bourse, tu le sais que quand tu as de l'argent, tu en gagnes de plus en plus et c'est ça qui va pouvoir te permettre d'en rapporter encore de plus en plus en termes de valeur brute, quoi. Ah ouais, mais totalement. Et puis après, tu as des intérêts composés. Donc en gros, pour ceux qui nous écoutent, parce que on parle tous les deux, mais l'idée c'est que vous compreniez aussi, c'est que quand vous investissez sur une action en bourse, la première année, vous allez pas recevoir de dividendes normalement, sauf si c'est une entreprise qui est généreuse et qui verse des dividendes tous les trimestres. Enfin, je sais pas si t'en connais toi. Tous les trimestres, non, mais on va dire que Total, il verse des acomptes tous les trimestres, par exemple. Ah oui. Oui, voilà, par exemple, Total. Donc la première année, normalement, vous n'avez pas de dividende. On va partir sur cette base-là. Et après, vous avez ce qu'on appelle la valeur de l'action qui va monter. Donc ça, c'est une première chose. Et à partir de la deuxième année, vous allez percevoir à la fois les dividendes, mais en plus de ça, votre action de la première année où vous l'avez achetée, elle va peut-être avoir pris de la valeur. Et ce qui fait que le jour où vous vendez votre action, vous partez avec la valeur de l'action à son plus haut niveau, plus les dividendes que vous avez ramassés. Bon, c'est pas des 40 euros non plus de dividendes, ça dépend des actions, mais c'est 2, 3, 4 euros et ça fait un 8 à 10% cumulé à peu près, je crois.
Ouais, bah tout à fait. De toute façon, c'est ça. Hein. Moi, j'aime bien prendre l'action de Total parce que c'est une valeur sûre au niveau du CAC 40. Total a été descendu à 25 euros l'action, quasiment, même 20 euros l'action Covid, au ouais. plus bas, en sachant qu'avant, il versait des dividendes à hauteur de 8, 9, 10% de rendement quand l'action a été à 50, 60. Hein. Donc, tu la prends à 20. Elle remonte à 40, 50, et ben t'auras peut-être des taux de Ouais, rendement voilà. finalement de 15 à 20%. Enfin, c'est énorme, c'est énorme Ouais, sur c'est ton sûr. PRU quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais, bah, du coup, moi, ça me parle, mais Oui, pour bah les personnes qui nous on va écoutent, dire le prix moyen unitaire de l'action quoi, le PRU. le coup, Je vous sais l'avez pas acheté, en fait. Hmm. Donc, ok. Et bon, à côté, donc, tu faisais aussi de l'e-sport. Donc, tu as une partie investissement. Après, je sais plus si c'est toujours le cas, mais tu fais de l'e-sport. Alors, c'est pas que j'en fais, mais je suis hyper intéressé. Et puis, le fait d'être chez LDLC, ils ont une team e-sport aussi, donc ça me concerne Ouais. d'autant plus. On peut Mais donner le nom, hein, si tu veux. Hein. eh ben, la team e-sport de LDLC, c'est LDLCOL parce qu'il y a eu un partenariat qui date d'un an Voilà, maintenant avec c'est bien ce qui me semblait. l'Olympique Lyonnais également. Donc, Ok. donc c'est pas mal. Et oui, l'e-sport. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très compétiteur en général et enfin, quand je fais quelque chose, même si je joue à Candy Crush avec quelqu'un en face, je vais voir finir le niveau avant lui, quoi. Donc, quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour être meilleur que quelqu'un en face. Donc forcément, le Ouais. côté compétitif, ça m'attire énormément. Enfin, j'en ai pas fait, jamais fait de tournoi en soi, parce que j'ai pas des niveaux extraordinaires sur n'importe quel jeu. Mais je regarde beaucoup tout ce qui est compétition de jeux vidéo, même des jeux auxquels je ne joue pas, parce que c'est hyper intéressant. Et je pense que la génération, on va dire, des 15-20 ans de maintenant, on va plus regarder Twitch, des compètes de jeux que du foot à la télé. Hmm. Ouais, c'est juste. Je te Mais rejoins. Enfin, moi, j'ai la même vision là-dessus. l'e-sport, j'ai eu ma première, comment dire, je me suis dit waouh, c'est quelque chose quand même. La première fois, c'était à la Paris Games Week, bon, je pense qu'il y a 7 ou 8 ans maintenant. Et quand t'entendais une foule qui disait ouais sur chaque kill qui était fait sur CS:GO, t'as l'impression qu'il y avait une foule qui voilà, leur équipe avait marqué un but au foot. Non, c'était voilà, il y avait juste eu un kill sur l'équipe d'en face. Et voilà, t'as 5 kills par partie, t'as 5 fois la foule qui hurle, et t'as 30 rounds comme ça, et c'était impressionnant la première fois. Bah, c'est une sacrée ambiance. J'avais été avec, je sais pas s'il nous écoutera, mais Maxime Lavout écoute, voir le. Ah, purée, ce qui est hyper connu, LOL, je vais y arriver. Oui. Le championnat de League of Legends Europe à Paris, je sais plus, à l'Accor Hotel, je crois, Arena. Ouais. Et c'était mais incroyable, incroyable l'ambiance à chaque fois que tu avais des même tu vois je déteste le foot mais il y a un truc que j'apprécie quand les rares fois où j'étais voir un match quand on pouvait tu vois c'était de m'asseoir dans les gradins et l'ambiance bah surtout sans parler d'équipe de foot parce que du coup vu que tu viens enfin que t'es à Lyon et que moi j'allais voir les matchs de Saint-Etienne il y a le derby enfin voilà Alors, moi, mais quand il y avait cette ambiance je suis pas pour l'OL du tout, hein, pour le coup. Donc, ah ok. tu peux y aller. Mais ouais, mais tout ça pour dire qu'en fait l'ambiance dans un stade où quand il y a des supporters avec une équipe et que derrière il y a un objectif commun en fait au final, c'est juste incroyable. Mm. Enfin moi, chaque fois, je me disais mais l'être humain dans sa façon de faire, de supporter une équipe et de l'aider jusqu'à son accomplissement, c'est ouf. Donc bon, Exactement. c'est se Il retrouver. sera jamais autant motivé à ce moment-là, l'être humain, dans tous les cas. Hein. C'est quand il supporte quelqu'un faire quelque chose à sa place, je pense. C'est juste. Ouais, c'est juste. Et bah, je reviens juste sur le côté comptable et tout ça, e-sport, parce que e-sport, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi un côté, on va dire, un projet à côté, avec bah, tes autres petites passions comme l'investissement. Mm. Est-ce que, du coup, pour tout ce que tu fais maintenant, donc l'investissement, la compta ou ce genre de choses, tu as besoin d'études, de diplômes, ou c'est des choses que tu peux faire naturellement sur Internet avec des MOOC ou ce genre de choses? Alors, la compta, il y a besoin de diplôme pour le faire quand même, mine de rien, parce Ouais. qu'il faut avoir les fondamentaux pour comprendre et pouvoir
faire tout ce qu'il y a à faire en compta. L'e-sport, pour moi, il n'y a pas besoin de diplôme, il faut être il faut juste avoir une motivation incroyable pour bosser dans ce secteur-là. Bon, après, moi, je commence à organiser au boulot des tournois en interne, sur des jeux, on va dire tous les 2 mois. Alors, voilà, pour moi, c'est un peu de l'e-sport, on va dire, au sein de l'entreprise, tu vois. Et j'ai pas eu besoin de diplôme pour faire ça, finalement. Voilà, il faut juste du bon sens. Il faut juste du bon sens, peut-être. il faut connaître ce que tu veux faire, il faut connaître le jeu sur lequel tu veux le faire, et derrière, ça, tu peux enchaîner, quoi. Il faut juste savoir, attirer les gens avec toi, c'est tout. Mais pour la compta, évidemment qu'il y a besoin de diplôme, sinon c'est compliqué d'apprendre tout seul. Après, l'investissement, pour moi, il n'y a pas besoin de diplôme. Il faut de la motivation, et maintenant il y a tellement de choses disponibles sur YouTube, après, faut faire attention des fois à certaines formations payantes. Il y a plein de, voilà, il y a des livres, c'est des livres références pour même les plus grands des traders, enfin des livres de Warren Buffett. On apprendra forcément plein de choses là-dedans. Le gars, il avait commencé avec $100 en bourse. Voilà, il a combien aujourd'hui? Plusieurs milliards. Donc forcément, il y a des choses hyper intéressantes. 60 milliards, je crois. Oui. Voilà, il a commencé avec $100 en bourse. Donc les investissements en bourse, par exemple, voilà, on peut y apprendre dans les livres, sur YouTube, et voilà, on aura les bonnes bases pour commencer. Et après, il faut savoir, il faut peut-être avoir un bon réseau pour, voilà, des gens qui t'apprennent encore mieux à investir, quoi. Et enfin, les réseaux sociaux permettent grandement d'améliorer l'efficacité, voilà, d'apprentissage, on va dire. Ouais. Je trouve. Ok. Et enfin, on se suit aussi pour ça parce qu'on a souvent des bons coups. Mathieu, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de son activité de comptabilité et ses deux passions qui sont l'e-sport et l'investissement, il utilise en fait son temps pour se former. Et derrière, il est aussi sur les crypto-monnaies. Et parce que les crypto-monnaies, en fait, tout le monde aujourd'hui peut y accéder. C'est ce que je me bats depuis des semaines à faire comprendre à plein de personnes qui pensent que c'est impossible d'acheter un bitcoin parce qu'ils pensent encore que pour acheter un bitcoin, il faut acheter 40 000 euros. Je sais pas si t'as eu, toi, ça. Alors, si, mais en soi, c'est assez logique, cette réflexion, parce que une action qui vaut, c'est vrai. qui vaut 10 000 euros, il te faut vraiment 10 000 euros pour acheter une action. Tu peux pas acheter une partie de l'action. Ah oui, ok, c'est vrai. Maintenant, tu peux. Mais peut-être pas en allant sur Boursorama, tu vas pas pouvoir. Il va falloir aller, je crois que alors, il me semble qu'on appelle ça des brokers, peut-être. Où là, tu vas pouvoir acheter des parties d'actions. Tu peux même acheter plusieurs parties d'actions qui te représentent une action. Enfin, tu peux acheter du CAC 40 qui représente plusieurs sociétés, finalement. Donc oui, c'est sûr que c'est possible. Mais le Bitcoin, tu peux acheter 1 millionième de Bitcoin, un truc comme ça, voire même plus. Enfin, même plus. C'est accessible à tout le monde. Plus. À partir du moment en fait où tu utilises cette technologie pour payer un élément ou un autre, que tu as mis des euros au début, peu importe la somme, que ce soit 20 euros ou n'importe laquelle, tu peux l'utiliser. C'est juste que tu n'auras pas un Bitcoin complet, c'est sûr. Oui, maintenant, oui, c'est sûr que c'est compliqué. Non, maintenant, ouais, compliqué. Et donc, du coup, ouais, c'était une bonne transition. Toi, tu as commencé sur les crypto-monnaies, donc en te formant aussi de la même façon, j'imagine, dans le YouTube game et tout ça. T'as commencé, c'est indiscret de te demander avec combien t'as commencé et si t'as fait des anecdotes, si t'avais des anecdotes là-dessus, ta plus grosse perte et ton plus gros gain? Oui, de toute façon, c'est encore assez récent. Moi, j'ai commencé fin décembre, il me semble. Ça doit être ça. Je pense la dernière semaine de décembre pour bien finir 2020. Parce que le Bitcoin était à ce moment-là, il était à 30 000 $ et t'as envie de te dire, voilà, l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter et autant y aller, quoi. Donc je cherchais juste quelque chose de fiable pour y aller. Donc je l'ai eu avec Swissborg grâce à toi pour commencer en tant qu'amateur. Donc c'était bien. J'ai commencé exactement avec 500 euros en me disant que c'est pas énorme en soi, tu vois. Et pourtant tu dis, si j'avais placé les 500 euros il y a 3 ans, j'aurais 250 000 euros aujourd'hui sur pas mal de crypto. Ouais. Bon, voilà. Seulement cette phrase, elle a tout son sens. Non, mais c'est incroyable. Tu regardes sur Swissborg les cours, tu te places à soit en all time, donc en général ça va sur 2017, et tu vois des des plus 26 000%. Tu te dis ouais, d'accord. Si j'avais été là il y a 3 ans, ma maison que j'ai achetée il y a un mois, je l'aurais payé cash. Bon.
Ouais. Soit. Mais j'ai commencé avec 500 euros et je me suis dit, mon but, ça va être, vu que je vais fermer mon PEL, ça va être de mettre ce que je mettais sur mon PEL, soit 50 euros tous les mois sur soit Swissborg, soit Binance. Mais il faut que je réinvestisse 50 euros tous les mois dans les cryptos. Donc voilà, j'ai mis 500 euros en décembre. En général, on fait toujours des erreurs au début. Donc là, mon erreur, ça a été d'essayer de faire un peu trop de trading. Donc je me prenais un peu trop de frais dans la gueule. Donc j'ai vite perdu. Je suis descendu, je crois que je suis descendu à 300, 350, on va dire. Et là, je me suis dit, bon, Mathieu, tu fais un peu le con là. Place-toi sur des cryptos et reste-y. Donc je me suis placé sur les cryptos et là, ça a commencé à remonter. Donc voilà, je suis passé en positif. Donc voilà, c'était bien. Et après, j'ai tout placé sur le CHSB parce que les cryptos, il y a quand même des projets derrière. Et à partir du moment où tu adhères au projet et que tu crois au projet, tu peux y aller un peu finalement les yeux fermés et un peu all-in. Donc j'ai tout mis dans le CHSB et finalement, il a pris 40% une semaine après. Donc je suis monté à 1000 et là actuellement, je suis un peu plus bas à 850 parce que bon, ça consolide un peu. Mais en un mois et demi, pour 550 euros investis, eh ben, j'ai 850 actuellement aujourd'hui. Donc c'est que 300 euros, mais en termes de pourcentage, c'est énorme. En un mois et demi, c'est énorme. Et t'as beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais c'est risqué. Alors, par rapport à ça, justement, je sais pas, t'avais fini sur ton explication? Ah ouais, j'ai fini. Ok. Et alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire c'est risqué. J'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus parce que même si tu démarres un peu depuis un mois, tu vois, moi, je te donne mon avis là-dessus. Toutes les personnes qui disent que c'est risqué, je pense que c'est parce qu'elles sont traditionnellement confrontées à la vision des médias. Les médias, leur objectif, c'est de faire du clic. Donc, la plupart du temps, ils vont mettre des articles qui sont putaclic avec des titres racoleurs du style le Bitcoin va s'effondrer parce que ça nourrit le terrorisme. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que oui, les crypto-monnaies, c'est risqué. Mais aujourd'hui, il y a tout un écosystème et des communautés qui sont présentes pour vous aider à rentrer dans ce système, pour comprendre son fonctionnement dans un premier temps, vous aider à avancer dans ce milieu et par la suite, pourquoi pas même faire naître, je sais pas, j'ai vu ça il y a quelques heures en plus, faire naître une envie de travailler dans ce type de domaine ou autre, ou de participer à cet essor pour pouvoir justement sécuriser les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, ça ne se sécurisera que, comme le disait Mathieu, en fonction des projets qu'il y a derrière, ou encore quand les personnes auront pris conscience de la puissance de cette technologie et commenceront de l'utiliser massivement. Après, je peux me tromper et je serais content d'avoir ton avis là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi déjà, pour moi, les cryptos maintenant, c'est assez structuré pour ne plus revoir ce qui s'est passé en 2017, une chute et voilà, ça retombe dans l'oubli. Pour moi, ça ne peut plus retomber dans l'oubli. Il y a trop d'argent dedans maintenant. Les fonds investissent aussi dans les cryptos. Voilà. Les stars aussi. les stars. Enfin, Elon Musk c'est devenu un gourou, qu'on se dise maintenant au niveau des cryptos, au niveau des pumps, tout ça. Donc, il parle du Bitcoin 3 fois par jour. Il dit qu'il va arrêter Twitter pour un moment. 24 heures après, il revient et il poste une photo du roi lion avec le Dogecoin à la place du lion et lui à la place du singe. Enfin, à un moment, voilà. Et quelques minutes après, c'est 25% d'augmentation du Dogecoin. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Enfin, le gars, il met. Bon, c'est pour ça que ça peut faire encore un peu peur les cryptos. Voilà, il suffit d'un tweet d'un gars pour faire plus 20 ou potentiellement au moins 20%. Et il met dans sa bio Twitter hashtag Bitcoin, le Bitcoin qui est quand même la valeur référence, qui a une capitalisation tellement élevée, et ben elle prend quand même plus 15%. Rien que sur ça. C'est incroyable. Donc non, pour moi ça reste quand même très structuré. Évidemment, c'est risqué si on se place sur des valeurs assez inconnues. C'est vrai que là, il peut y avoir une variation hyper importante dans un sens comme dans un autre. Si on se place maintenant sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur la dernière avec Maillard, et ben du coup c'est vu que t'arrêtes pas mal d'en parler, voilà, sur l'Elrond. Ça, c'est des valeurs qui, pour moi, maintenant, sont fondamentales en termes de crypto-monnaie et qui ne présentent quasiment plus de risques. Donc, en tout cas, c'est ma vision que j'ai maintenant. Le temps nous le dira, c'est sûr, c'est sûr. Parce que derrière, il y a des projets qui sont solides, qui sont assez sûrs. Voilà, ça fait moins peur en tout cas.
Hmm. Après, alors, il y a autre chose aussi, c'est que on parle d'Elon Musk, tu vois, qui fait sensation parce qu'il fait un tweet et ça fait 20%. N'oubliez pas que, enfin, n'oubliez pas de manière générale que, de toute façon, quand vous voyez un article de presse qui sort et qui descend une entreprise, ça peut avoir le même impact. Si par exemple demain c'est le Times, je sais pas, je prends cet exemple au hasard, mais si le Times sort un article sur une entreprise et dit que cette entreprise a donné des résultats et que ben voilà, c'était pas exceptionnel, demain vous allez voir son cours va plonger aussi. Tout à fait. Donc voilà. Enfin, en bourse, on l'a vu récemment. Je sais pas si tu as fait attention à l'affaire Solution 20, Nexus. Solution 30. Bon, il y a eu Terra Nexus. Alors ça, c'est pareil. Terra Nexus, bon, bon, j'étais investi sur Terra Nexus. Hein. J'étais investi en plus à 40% à peu près de mon portefeuille. J'ai gagné beaucoup d'argent sur Terra Nexus. J'en ai perdu un petit peu au moment où ils ont repoussé les résultats, l'annonce des résultats. Donc, mais en soi, j'ai gagné beaucoup d'argent sur Terra Nexus. Mais Terra Nexus, t'as une fausse rumeur d'OPA qui sort sur Twitter, et pourtant le screen est dégueulasse. Enfin, une personne normalement constituée voit tout de suite que c'est un putain de fake, tu vois. OPA, si tu peux juste pour OPA, donc offre publique d'achat, donc c'est comme si Terra Nexus aurait été acheté à un cours défini avec une entreprise, donc par une grosse entreprise pharmaceutique. Imaginons Sanofi qui lance une OPA sur Terra Nexus, et voilà, ils vont les racheter via la bourse sans souci. Donc c'est offre publique d'achat OPA. Et ben il y a eu cette rumeur là, bim, l'action elle prend 10%. Et pourtant, moi je l'ai vu, j'ai vu que c'était un fake, il n'y a pas de souci. Et après, tu as quand même des magazines qui sont un petit peu reconnus en France au niveau de la bourse. Censés être spécialisés, donc Rue de la Bourse qui publie ça aussi. Donc ça continue à faire monter un peu le cours, à dire plus 15%. Et derrière, t'as un Nicolas Chéron, c'est un peu une sorte de gourou aussi, dans un sens comme dans un autre, qui lui a vu que c'était faux et il va le dire. Et donc il y a une communauté de 40 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Et là, l'action, elle fait moins 10%. Voilà, donc elle reste quand même à plus 5%, mais tu sais que ça va finir la journée à peu près à plus 0, quoi. Donc voilà, les réseaux sociaux ont un très gros impact sur la bourse, j'ai l'impression. Et et sur les cryptos, c'est pareil. Et je prenais l'exemple de Solution 30, donc un fonds d'investissement qui rachète en VAD, en vente à découvert. Donc ça veut dire qu'ils achètent l'action dans le but que celle-ci baisse. Et eux-mêmes sortent un communiqué comme quoi, ils soupçonnent Solution 30 d'avoir un lien avec une organisation mafieuse. C'est quand même incroyable. Ils font un communiqué là-dessus. L'action, elle passe de 20 à 10 en un jour. Et après, elle descend même à 7, 6. Donc après, elle remonte tranquillement parce que c'est juste un soupçon. Oui. Et eux-mêmes, les mêmes qui ont donc soupçonné ce lien mafieux, ils redisent nous sommes toujours, enfin en gros ils disent que il y a toujours un soupçon et l'action elle rebaisse alors qu'elle était montée à 13. Donc 2 fois ils disent qu'il y a un soupçon de mafia derrière, et alors que la société a porté plainte pour diffamation, etc. Donc il y a quand même beaucoup de manipulation en bourse aussi, quoi. Le risque, on présente les cryptos comme un risque, mais la bourse c'est pareil, hein, c'est magouille et compagnie finalement. Les délits d'initiés, les délits d'initiés, tu les vois, hein. Bizarrement, il y a des cours qui explosent à 17h alors que la bourse ferme à 17h30, et t'as le communiqué qui sort une demi-heure après, hein. Moi je trouve ça incroyable. Mince, tu leur as lâché l'info, je voulais pas qu'on la lâche. Non mais c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. Non mais c'est sûr. Moi je l'ai déjà vu à l'œuvre. J'ai pas failli. Je me suis fait piéger dans une opération comme ça, où avant la fermeture, j'ai posé des billes. Résultat, mon capital s'est envolé. J'ai perdu 2000 balles en une journée. Oui. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc tout ça pour dire que finalement, les cryptos, c'est pas si dangereux que ça quand on regarde certaines actions en bourse. Ouais. Voilà, mais là-dessus, on s'entend bien. Donc j'ai l'impression que de toute façon, les deux fils de pensée se rejoignent. Par rapport à tes applications que tu utilises, pour avancer un petit peu, est-ce que tu as des applications que tu utilises plus particulièrement sur ton téléphone, que ce soit pour le pro, le perso ou les réseaux sociaux de manière générale? Ouais, donc j'ai pas de téléphone pro déjà.
Ok. Donc j'ai que mon téléphone perso. Je tiens à dire que j'ai supprimé Facebook récemment après avoir vu le reportage Netflix. Déjà pour passer moins Ouais. de temps sur Facebook et parce que je pense que Facebook il se fout un peu de la gueule du monde à bannir certains comptes maintenant. Hein. Tu m'as vu dans le reportage? Non. Pourquoi t'étais dans le reportage? Non, je voulais la poser pour la vanne, mais non, parce que du coup, je faisais disais- typiquement le métier qui me présentait là-dedans, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Oui, bah oui, évidemment. Mais du coup, Facebook j'ai supprimé. Au moins, ça m'a permis de gagner un peu de temps que je passais dessus parce que ça me servait plus à rien Facebook. C'est un panneau Ouais. publicitaire, hein, clairement. Et maintenant, on va dire que par contre, je suis amoureux de Twitter, mais complètement amoureux Ouais, de j'ai vu que Twitter. tu passais beaucoup de temps. Je passe pas mal de temps dessus. Alors, faut faire attention, Twitter, il y a une haine incroyable. Parfois, tu vas dire salut, il y en a un qui va te dire va te faire enculer. Voilà, enfin, sans aucune raison. Ah ouais, clairement, sorti de nulle part. Mais en dehors de ça, si tu arrives à trouver les bonnes personnes, ce que j'ai fait moi, par exemple, pour la bourse, on va dire que c'est des personnes qui me font de l'analyse technique pour moi gratuitement. Voilà, je mets la petite cloche dessus, donc je reçois les messages en direct, et des fois ça me permet de gagner. Voilà, j'achète une action, ça me permet de gagner de l'argent, c'est incroyable. Rien que pour ça, des fois, Twitter c'est un trésor incroyable. C'est aussi comme ça que je t'ai retrouvé, il me semble. C'est grâce à Twitter que je t'ai retrouvé. Oui, c'est vrai. À l'époque, on avait perdu contact depuis l'e-sport et je t'ai vu à la télé du coup au 12 coups de midi. Et je pense que c'est sur Twitter que j'ai pu te retrouver derrière. Donc on en est là aujourd'hui, on se parle maintenant. C'est pour ça que je trouve ce réseau incroyable. Après, je suis ça aussi. Enfin, Twitter m'est utile pour le foot également. Hein. Étant fan du Milan AC, je pense que je suis une vingtaine de comptes et puis il y a une émulsion de personnes finalement comme moi derrière, de supporters qui, un jour quand ça permettra, on ira tous au stade ensemble et on ira voir un match du Milan ensemble quoi. Donc il y a des chouettes choses sur Twitter. Sinon je joue sur mon téléphone mais j'ai pas d'autres applications références. Je joue beaucoup sur Clash of Clans par exemple. Un peu trop selon ma femme. Il y a pas de Ouais, voilà. En fait, j'allais dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, parce que, c'est bien de travailler, mais quand t'es dans les chiffres et tout, moi, je le vois, tu vois, j'ai pas touché un jeu vidéo depuis, un petit moment déjà. Et bon, je commence. Non, mais c'est vrai. Là, en ce moment, je regarde surtout parce que j'aimerais dépasser un certain objectif monétaire d'ici la fin de l'année 2021. Et du coup, je suis à fond sur cet objectif. Mais comme toi, je devrais certainement de temps en temps relâcher la pression et jouer tout simplement. Tu vois, il y a pas de mal à se relâcher et puis voilà, tranquille. Donc, bon. Ah oui. Moi, ma femme le voit quand j'ai besoin de jouer en général. Je suis un peu relou, donc elle me dit allez, va jouer et tu reviendras après. Ah, je connais. Ok. Est-ce que tu as des recommandations dans le secteur de l'investissement ou ce genre de choses et ta vision de manière générale? Des recommandations, on va dire, moi, le livre qui m'a bien aidé, c'est L'art du trading, par exemple. Donc L'art du trading, c'est un gros bouquin, c'est un investissement quand même, c'est 45 balles. Hein. Tu te dis, mais finalement, les 45 balles en un jour, tu les regagnes derrière. Donc bon, c'est pas un si gros investissement que ça. Par contre, si on lit le soir, ça permet de bien dormir derrière. Hein. Avec ta femme qui dit bon, Mathieu, va lire. Ouais, mais surtout, il y a des grandes explications qui, ça, quand t'as fini ta page, c'est bon, tu peux fermer les yeux direct, tu t'endors. Mais c'est très utile. Je l'ai même pas fini encore, alors que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Ça m'a beaucoup appris sur l'analyse fondamentale. Et j'ai l'impression que ça m'a surtout appris comme quoi la bourse est imprévisible, en gros. Et l'analyse technique aussi, pour ceux qui s'y intéressent, les bougies japonaises notamment, qui comprenaient pas un peu toutes ces rectangles verts et rouges avec une barre au-dessus et en dessous. C'est très intéressant. Ça correspond à 1 minute. C'est vraiment sympa. Ouais. Et puis l'analyse technique maintenant, il y a tellement de personnes qui sont au courant de ça que forcément elle existe, elle est là. Enfin, les mecs ont tous les mêmes signaux, donc ils vont acheter ou vendre tous au même moment. Donc forcément, c'est vrai, on peut pas l'occulter, ça c'est pas possible. Après, si une entreprise annonce des résultats dégueux, l'action elle va descendre, peu importe l'analyse technique. Et là, ça sera les soldes pour certains d'entre nous. Et là, ça peut être rapidement des jolis petits soldes pour acheter les actions et faire des beaux gains derrière. Ouais.
Donc voilà, j'ai ce conseil-là. Et sur Twitter, j'ai plusieurs personnes que je suis qui sont excellentes en analyse technique, notamment. Je crois. Alors, Nicolas Chiron, il y a beaucoup qui le critiquent, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il propose. Mais je suis tombé amoureux de Tata Irma. Enfin, j'ai la cloche sur elle et j'ai l'impression que quand elle tweet derrière, il y a un impact quand même sur le marché financier, tu vois. C'est marrant, hein, mais quand elle tweet quelque chose, ouais, Tata Irma. Et après, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est Xav de Nice. Donc c'est Xav, XAV, le chiffre 2, Nice. Lui, il fait des graphes donc par rapport à l'EBE des entreprises et le cours de l'action. Donc il arrive à mettre ça en corrélation et on voit si le cours de l'action est déconnecté des résultats de l'entreprise assez rapidement. Il fait du du trend following dans les canaux haussiers ou baissiers. C'est assez facile à comprendre. Donc c'est les personnes que je suis qui m'apportent beaucoup. Il y en a d'autres, hein, mais je vais pas tous les citer. J'en découvre tous les jours et franchement c'est top. Puis en vrai aussi maintenant il y a toi pour les cryptos. J'ai pas mis la cloche sur toi, hein, je l'ai mis sur Elon Musk pour l'instant. Tu m'excuseras. Mais non, mais après le jour où je serai à son stade, mais moi je suis dessus depuis que la techno est sortie. En 2009, j'avais fait une belle connerie. Enfin, 2009-2011, je sais plus exactement, mais j'avais fait une belle connerie. Et après, de 2011 à 2014, j'ai commencé de m'y intéresser et j'ai continué d'investir. Et aujourd'hui, ça paye. Enfin, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé aussi à là où j'en suis. Donc bon. Moi, je me suis toujours demandé. Enfin, je me suis dit, maintenant, toi, tu dois. Voilà, je pense que financièrement, tu dois être bien à l'aise. Au vu de tout ce que tu nous dis et vu que tu as été assez présent au bon moment sur pas mal de crypto, j'ai l'impression. Donc tant mieux pour toi, c'est cool. Et j'espère que j'ai pas pris le train en retard et que je vais pouvoir faire pareil d'ici 2-3 ans. Donc on verra. En soi, moi avec l'évolution que j'ai en tête pour la crypto-monnaie, les blockchains et tout ça, je vous livre même une info parce que si vous arrivez jusqu'à la fin de ce podcast, donc c'est-à-dire à cette partie même, je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui ont quitté le podcast. Il y a quelque chose qui est en création. Je ne dis rien, mais voilà, vous pouvez mettre ça dans un coin de votre tête. Major Coin. Voilà, j'ai rien dit de plus. Du coup, on reprend l'interview. Moi, il me disent ça depuis 3 semaines, un mois, donc là, j'attends aussi. C'est costaud, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place. Je sais même pas si ça verra le jour cette année, mais bon, on verra. Du coup, ok. Alors, on arrive au moment de l'interview où j'ai une question secrète pour toi. Alors, l'idée, c'est, je te pose une question et derrière, tu as le temps que tu veux et tout pour y répondre. Et derrière ça, il faut juste nous faire part un peu de ta réflexion, de ce que tu ferais, des explications que tu donnes et tout ça. Voilà. Okay. Donc, tu as le temps que tu veux pour répondre. Je te pose la question et quand tu es prêt, tu me dis. Du coup, tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok. Donc, du coup, on va imaginer que tu repars complètement de zéro. Tu as un bouton reset au-dessus de ta tête. Ok. Et t'es arrivé à une période de ta vie, donc tu devras me donner l'éventuelle date à laquelle tu appuierais dessus. Et en fait, ce bouton reset, quand tu vas appuyer dessus, il va te permettre de repartir à zéro dans ta vie, d'accord, mais complètement de zéro, mais avec toutes les connaissances que tu auras acquises. Mais il faut bien que tu prennes en compte quelque chose. C'est que quand tu vas appuyer sur ce bouton, il va se passer 2 choses. La première, c'est que si tu appuies trop tard, tu peux décéder d'une crise cardiaque ou de quelque chose comme ça. Ok. Si tu le laisses, si tu traînes trop avant d'appuyer sur ce bouton. Et la deuxième chose, c'est que quand tu appuieras sur ce bouton, eh bien, tu vas retourner en arrière et faire un reset de ta vie complète, mais tu vas avoir avec toi toutes les connaissances que tu as accumulées, et je parle de connaissances, pas de notions de ce qui s'est passé dans le temps, genre les événements ou ce genre de choses, juste tout ce que tu connais, et derrière ça, il y aura 2 personnes qui vont apparaître avec toi et qui n'ont, elles, aucune connaissance. Et derrière, voilà, qu'est-ce que vous faites à tous les 3, en sachant que toi, tu as toutes les connaissances et eux, rien du tout. Elle est très corsée, cette question. Hein. Elle est complète. Elle est complète, mais tu as le temps que tu veux pour répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce bouton reset me ramène des années en arrière, on est d'accord ? Ce bouton reset te ramènera à ce moment précis.
Avec 2 personnes dans ton dos. Ça serait un peu mais chelou comme situation. Je sais pas à quel moment ça reset ma vie et là aujourd'hui ce sera le même jour par exemple où ça me ramène dans le passé. C'est ça. Oui, non, ce sera le même jour. Ça te ramènerait à ce jour-là précis par exemple ou quelques heures avant. D'accord. Et pour savoir ce que je veux faire dans ma vie après, c'est ça ? Voilà, l'idée c'est de savoir ce que tu pourrais faire avec ces 2 personnes, avec les connaissances que tu as acquises ou que tu penses pouvoir acquérir dans les années à venir. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 2 personnes qui étaient là et qui pourraient te suivre dans peu importe ce que tu leur dis, mais avec les connaissances que tu as acquises? Ok. Moi, j'ai bien compris du coup. Moi, j'ai un problème parce que je suis hyper heureux dans la vie que j'ai, hyper épanoui. Ok. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais s'il fallait que je fasse un reset et que je change on va dire, le but c'est de changer la vie que j'ai actuellement. Je pense que je vais vraiment vivre ma vie à fond et partir dans l'e-sport et tout le temps bouger. Voilà, vraiment faire le truc qui me botte le plus, donc les jeux vidéo. C'est vraiment partir dans les jeux vidéo, monter un truc dans l'e-sport et monter un truc solide, mais pour former les jeunes sur les jeux vidéo, pour même être agent de streamers, leur permettre d'obtenir des partenariats qu'ils n'auraient pas pu avoir sans agent. Vraiment monter une grosse structure dans l'e-sport pour accompagner les personnes en général. Et parce que je le sais du coup que c'est forcément en essor et que ce sera l'avenir. Les gens ils regarderont pas le foot à la télé, ils regarderont les jeux vidéo. Et encore, ce sera pas à la télé qui regarderont, ce sera à travers d'autres plateformes. Mais je pense que ce serait là, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, je pense, aujourd'hui. Et les 2 personnes avec toi, elles feraient quoi? Eh ben, elles seraient après, de moi-même, je garderais ma femme et ma future fille, hein, forcément, là, avec moi. Et elles me suivent de partout, quoi. Elle me suit partout parce que c'est quelque chose qui t'amène à aller à voyager aussi, je pense. Ok, j'ai bien noté, ça marche. Très bien. Écoute, merci pour ces réponses. Est-ce que tu peux me donner des endroits pour les personnes qui nous écoutent où te suivre, où ils peuvent te soutenir et tout simplement pour suivre ta route? Eh ben, moi de toute façon, là où je suis le plus actif, c'est Twitter, hein, déjà. Donc Nestorius80 sur Twitter. C'est quoi ton nom? Ben, c'est Nestorius80. Et il faut savoir que je déteste tout ce qui est réseau, TikTok, Instagram, tout ça. Pour moi, tout ce qui nécessite de se prendre en photo pour se montrer aux gens, je déteste. Peut-être que je vais être amené à streamer un jour sur Twitch, mais et c'est pareil, Nestorius81 sur Twitch, mais c'est pas sûr. Donc vraiment, je suis sur Twitter et pas grand chose d'autre. Ou sinon sur Clash of Clans, hein, si vous voulez venir me voir. Mais c'est quoi ton clan par hasard? Actuellement, c'est Legends Forever. Donc Legends avec un S et Forever. Bon, et en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver dans le podcast et de pouvoir coucher tout ça dans une interview depuis le temps que je cherchais en fait un moyen de discuter de ça. J'espère que toi aussi, t'as pris énormément de plaisir là-dessus. Ah oui, ça, y a pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te parler. Et on va dire d'avoir un contact un peu plus particulier informel avec toi, et particulier avec toi, parce que moi je te l'ai déjà dit, mais je pense que c'est très important de te suivre et de continuer à suivre ton parcours actuel. De toute façon, je l'ai mis en bannière Twitter. Je vais juste aller récupérer parce que j'ai un petit trou de mémoire, mais de mémoire, je crois que ouais, c'est ça. Apprendre à tout faire seul sans compter sur personne. J'ai mis cette phrase en fait sur Twitter, mais il y a un truc que je me rends de plus en plus compte, c'est qu'en fait, on peut avancer seul, il y a aucun souci, on peut se former, on peut évoluer, on peut faire tout un tas de choses, mais à un stade, si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de clients, si on n'a pas de communauté, on sera bloqué. Donc jusqu'à maintenant, en fait, moi j'ai eu on va dire le problème d'avancer seul et tout ça. Et en fait, c'est grâce à des personnes comme toi et d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ce podcast que j'ai cité même dans d'autres trucs, qui m'ont fait me mettre un peu plus en avant sur les réseaux sociaux. Bon après voilà, j'ai mon côté fanfaron où je fais le con comme tout le monde, tu vois.
Mais ouais, je pense que du coup, c'est un peu aussi grâce à des personnes comme toi que je suis ici et que j'aime bien discuter de la technologie de manière générale et tout ça. Donc, en tout cas, voilà, ça m'a fait très très plaisir de discuter avec toi. De toute façon, c'est ça qui va te donner de la visibilité, c'est les personnes qui te font confiance, c'est à elles aussi de t'en offrir un peu sur les réseaux. Ou c'est à toi d'aller la chercher comme tu l'avais fait avec les 12 coups de midi encore. Ouais, je vais pas repasser dans l'émission, c'est bon. Je ferai la villa des cœurs. Ouais, il faudrait qu'un jour, tu sais ce qu'un jour il faudrait qu'on fasse, et puis après on en restera là, mais je pense qu'un jour il faudrait que je m'immisce dans une émission où je suis censé jouer quelqu'un de pas fut-fut, tu vois, genre comme les influenceurs en carton ou ce genre de choses. Ça peut être marrant, je pense. Et ben, dans la France a un incroyable talent, à un moment ça peut passer ça. Il faudrait que je trouve un truc à présenter. C'est en ça. tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et Mathieu, à très bientôt. Et à très bientôt également. Merci bien. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.